L'actu du monde rural. L'actu en campagne, c'est Racine. Racine, bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue, c'est Racine, ce magazine qui vous emmène au coin du bois, au bout du pré, croiser les coccinelles et le monde paysan et puis découvrir ce qui fait aujourd'hui la réalité de la ruralité. Au menu aujourd'hui, l'actu c'est la colère et des aides qui ne viennent pas. C'est aussi un livre et l'un des auteurs qui évoque le sacrifice des paysans. C'est encore la ferme des 5 Sens, une belle aventure collective du côté des pays de Vilaine. Et c'est enfin notre invité Franck Nattier qui nous fait découvrir la forêt nourricière, la permaculture et là nous prendrons la direction de Campel et de l'univers tout entier d'ailleurs. Franck Nattier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors on va mettre les choses au point tout de suite parce qu'on peut se dire mais permaculture, quel est ce mot barbare? Alors effectivement, il impacte la culture, l'horticulture, la culture dans les forêts, dans les bois, mais pas que. C'est une éthique, une philosophie, un mode de vie, peut-être pas, mais une réflexion en tout cas. C'est quoi la permaculture, Franck Nattier? Alors c'est une science holistique qui tend à combler les besoins humains dans leur globalité. Donc ça aborde à la fois la production alimentaire écologique, l'habitat écologique, les relations humaines constructives et écologiques, la santé, la gouvernance, notre rapport à l'énergie. Ça prend en considération à peu près tous les besoins humains en les fédérant par une éthique, donc pas une morale. Je fais bien la différence entre morale et éthique. Morale, c'est ce qui vient de l'extérieur et qu'on vous force à faire. L'éthique, c'est ce qui vous vient de l'intérieur et que vous faites par bon sens. Cette éthique, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains, créer l'abondance et partager équitablement les surplus. Alors, morale et éthique, la différence, on l'a bien noté. Le bon sens, c'est ce qui paraît assez évident. Moi, quand j'ai découvert vos ouvrages, parce que ça fait très longtemps que vous travaillez là-dessus, vous allez nous dire pourquoi et comment d'ailleurs, c'est le terme de bon sens qui apparaît le plus naturellement. J'ai du mal avec le mot bon sens parce que c'est bien de la dualité de bien et mal, bon et mauvais. Bien sûr. Je vais plutôt parler de sens de l'équilibre, ce sens de l'équilibre qu'avaient les paysans d'antan, ce sens de l'équilibre qu'avaient les chasseurs-cueilleurs. Et c'est différent du bon, parce que le bon et le bien, c'est quelque chose de fixe qu'il faudrait faire tout le temps, alors que la recherche d'équilibre, c'est tantôt un coup à droite, tantôt un coup à gauche, tantôt être dur, tantôt être souple. C'est le yin et le yang. C'est le yin et le yang, et c'est plutôt vers ça qu'on tend en permaculture. Et comment vous y êtes arrivé? Comment vous êtes passionné pour ce sujet? Alors, c'est un vaste cheminement. C'est des problèmes de santé, en fait, qui m'ont amené à me poser la question quel métier je pouvais faire pour pas avoir de problèmes de dos. J'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 17 ans. Le fait d'essayer de trouver quelle est ma place sur Terre, parce que je voyais bien que je pouvais pas être un citoyen comme les autres, qui va travailler, qui se met un crédit sur le dos et qui se pose pas trop de questions. Je voyais bien que je pouvais pas vivre cette vie-là. Et donc, en fait, c'est essentiellement le fait d'essayer de retrouver ma santé qui m'a amené à découvrir la permaculture et à la pratiquer dans ma vie. Alors, vous allez nous raconter comment ça fonctionne là-bas du côté de Campel et puis avec toute cette équipe. On en avait déjà un petit peu parlé. Vous animez beaucoup de stages, de rencontres à travers pas mal d'horizons. On va y venir tout au long de cette émission, bien sûr. L'actu, c'est aussi la colère en ce moment avec des aides qui ne viennent pas. Pour les paysans qui ont décidé de passer du conventionnel au bio, il y a toujours 2 ans d'équilibre, de mise en équilibre qui sont compliqués. Eh bien, on va en parler tout de suite avec René Poissel qui a une exploitation du côté de Bain-de-Bretagne. L'actu du monde rural, l'actu en campagne, c'est Racine. René Poissel, vous avez une exploitation à Bain-de-Bretagne et vous êtes impacté, malheureusement, et avec beaucoup d'autres, par les retards de paiement des mesures agro-environnementales qui étaient prévues et que vous n'avez toujours pas reçues. Alors, on va expliquer quel est le problème, parce que vous appelez, avec la Confédération Paysanne, entre autres, à un rassemblement le mardi 20 décembre prochain devant la préfecture de région. Expliquez-nous la situation dans laquelle vous vous trouvez. Les mesures agro-environnementales sont les mesures du 2e pilier de la PAC. Ouais. La PAC, la nouvelle PAC 2015-2020. Cette PAC a été réformée et il y avait la possibilité pour les régions de proposer aux agriculteurs des mesures agro-environnementales. La région Bretagne a proposé
un certain nombre de mesures plus ou moins exigeantes, et ce depuis 2015. Et les aides bio, alors vous êtes un certain nombre comme ça à avoir eu on peut dire le courage d'ailleurs de se dire, ben oui, parce que c'est ça l'avenir, si on veut pas aller dans le mur, on y va, d'autant qu'on va être un petit peu aidé, et puis les aides, elles ne sont que paroles finalement. Enfin, l'intérêt de ces MAEC, il n'est pas démenti, puisque en Bretagne, il y a 4600 exploitations qui ont souscrit sur les 2 années en 2015 et 2016. Est-ce que ça veut dire que ça vous impacte, y compris dans des situations d'endettement, vis-à-vis des banques, vis-à-vis ça se passe comment pour vous précisément, par exemple, René Pressel? Bon, d'abord le contexte. Le contexte est en plus très pénalisant, c'est-à-dire qu'il y a eu la crise laitière qui a commencé en 2015 et qui n'est toujours pas terminée, et le problème de 2016, notamment sur les sols séchants, c'est une sécheresse d'été très importante, avec une production fourragère très faible. Un contexte de crise. Donc nous, on avait choisi en 2015 de se convertir à la bio. Tout le monde le dit, et les instituts techniques le disent, la conversion à la bio est exigeante. Il faut changer de système, c'est assez compliqué. Et les 2 années de conversion, on a les exigences de la bio, les charges de la bio, et sauf que le produit final ne sera rémunéré en bio qu'au bout de 2 ans. C'est un manque à gagner important les 2 années de conversion qui doivent être comblés, 1, par la trésorerie de l'exploitation s'il y en a, et 2, par les aides de l'État. C'est pour ça qu'il y a des aides à la conversion bio ou des MEC. Voilà, alors c'est ça. Ce sont ces fameux 2 années de transition, de tuilage, comme on dirait, qui sont extrêmement difficiles et même extrêmement dangereuses pour une exploitation qui a fait le choix de passer du conventionnel au bio. Ces aides de l'État, René Poissel, vous deviez les avoir, vous deviez les toucher quand? L'aide pour l'année 2014, on l'a touché en janvier et mars 2015. L'aide 2015, on a touché une aide, la moitié à peu près, en septembre 2016. Il y a 6 mois de retard pour la moitié de l'aide et l'autre moitié n'est toujours pas versée. Voilà, alors, donc vous vous appelez à une réunion, à une manifestation devant la préfecture de région mardi prochain, mardi 20 décembre. En tout cas, René Poissel, on peut essayer de vous souhaiter quand même une meilleure année 2017. D'accord? Je vous remercie, oui. Rendez-vous donc avec la Confédération Paysanne le 20 décembre prochain. Franck Nattier est avec nous, il nous parle de permaculture. Franck, sans entrer dans le débat qui est politique au sens large et au sens noble du terme, votre réaction de chercheur qui a une réflexion extrêmement large sur la manière de cultiver, de vivre, etc., sur ce genre de problème, sur le monde, sur la crise du monde paysan aujourd'hui, et de différentes philosophies qui sont souvent aux 2 extrêmes, c'est quoi? Effectivement, le sujet est très 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 complexe, et j'aurais peur de dire des bêtises et de faire grincer des dents certains ou de rendre joyeux d'autres. Donc ça va pas être mon propos. Ce que j'observe en fait, c'est qu'il y a un processus de contrôle de l'alimentation de la race humaine internationale, dans lequel les paysans sont pris à partie et sont piégés, comme l'illustre si bien Pierre Bitoun dans son livre. Que la paysannerie, que l'avancement du prolétariat, comme il le souligne bien, est beaucoup plus anecdotique comparé à la disparition de la paysannerie. En gros, on transforme des êtres intelligents et autonomes en des esclaves dépendants, et qu'en gros, on est dans ce changement de paradigme là, quand on est en train d'essayer de trouver des solutions pour produire autrement, pour produire plus écologiquement, on s'attaque à ce gros problème en fait du contrôle de l'alimentation de la race humaine. Eh bien, vous venez de citer Pierre Bitoun, ça tombe bien, on va en parler avec lui tout de suite. L'actu du monde rural, l'actu en campagne, c'est Racine. Pierre Bitoun, vous sortez aux éditions de l'Échappée et dans la collection Pour en finir avec, et avec votre collègue Yves Dupont, Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique. Alors c'est un livre qui est à charge, qui est un constat terrible, mais dont on parle souvent et dans cette émission. Comment vous avez travaillé? Pourquoi et comment vous vous y êtes mis avec votre collègue Yves Dupont, Pierre Bitoun? C'est pratiquement la synthèse de 30 à 40 ans de travaux, puisque moi je suis encore en activité à l'Institut de la recherche agronomique, à l'INRA, tout en faisant partie depuis fort longtemps, disons, des hétérodoxes et des antiproductivistes de l'INRA. Et mon ami et collègue, ex-collègue Yves Dupont, à lui, maintenant en retraite, mais à lui a été
professeur de sociologie pour l'essentiel de sa carrière à l'université de Caen. Notre propos est d'insérer, peut-être son originalité d'ailleurs, est d'insérer ça dans une réflexion générale sur le devenir des sociétés modernes. Et la question fondamentale qu'on se pose, au fond, c'est pourquoi les sociétés modernes font-elles disparaître les paysans, les paysans qui sont à bien distinguer avec les agriculteurs productivistes, justement, et on étudie à la fois l'histoire de cette disparition, de ses causes, qu'elles soient politiques, sociales, anthropologiques ou économiques. Productivisme, libéralisme, comment se fait-il pour vous, parce que le constat est terrible dans le livre, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des réactions plus tôt ? Il y a eu des réactions dès les années 70, années 80, paysans travailleurs. Des paysans travailleurs qui ont fini par se cristalliser, se réunir, ce qui n'était pas une opération facile, mais ça s'est fait autour de ce qui s'appelle maintenant la Confédération paysanne, et qui a été effectivement le grand mouvement paysan opposé au productivisme et qui a quitté dans les exploitations agricoles et aussi dans les conceptions du monde, en quelque sorte, la logique productiviste. Donc cette réaction a finalement essaimé très nombreuses initiatives dites citoyennes ou alternatives, qu'elles soient agricoles ou avec le soutien des consommateurs ou directement du côté des producteurs, sont liées finalement à l'œuvre à la fois manifeste et aussi souterraine en grande partie de la Confédération paysanne. Alors auparavant, effectivement, il y a eu et il y a toujours une grande complicité de la FNSEA et du CNJA et maintenant qui s'appelle maintenant Jeunes Agriculteurs autour de cette course plus ou moins effrénée à la logique de l'endettement, du rendement et de ce qu'on appelle classiquement le productivisme. Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique. Yves Dupont et Pierre Bitoun. Pierre Bitoun, merci d'avoir été avec nous. C'est dans la collection, très belle collection d'ailleurs pour en finir avec, aux éditions de l'Échappée. Et on retrouvera la seconde partie de ce rendez-vous avec Pierre Bitoun dans une quinzaine de jours dans Racine également, parce qu'il a encore beaucoup de choses à dire et ce livre est vraiment une somme très conséquente. Franck Nattier est avec nous pour nous parler de permaculture. Alors on a évoqué ce qu'était philosophiquement, éthiquement cette science donc, et puis on va parler de la manière dont vous la mettez en pratique justement dans la culture, dans l'agriculture ou dans l'horticulture. C'est l'équilibre naturel justement de la vie. Alors comment ça se passe? Comment on l'applique? Comment vous la mettez en application? La permaculture, c'est une réponse au problème de la désertification. C'est né en Australie en fait à la suite des conséquences désastreuses de l'agriculture pétrochimique dans les déserts en Amérique du Sud et en Australie, dans lequel on a massacré des biotopes en une année de culture. Et donc, on a été obligé de voir en face comment ça fonctionne un écosystème, comment ça marche la vie. Bill Mollison, elle a étudié les chasseurs-cueilleurs un peu partout dans le monde. Elle est retrouver et ressortir les méthodes d'agriculture naturelle et on pourrait dire le sens de l'équilibre qu'avaient nos ancêtres un peu partout et a essayé de tout mettre dans une espèce de caisse à outils. Et moi, mon constat pour m'intéresser au monde agricole et pour essayer de faire un pont, une transition entre la pétrochimie et le monde agricole actuel, donc plutôt productiviste, et la permaculture. J'ai beaucoup de gens dans mes stagiaires qui sont en reconversion, qui veulent faire des écosystèmes de production alimentaire bio et voire permaculturelle avec des systèmes de jardins-forêts, de culture multi-étagée. Et je vois bien que ça ne fonctionne pas en fait. Que le sujet de Pierre Bitoun dans son livre, c'est de montrer qu'on a exterminé les paysans et le sens de l'équilibre par une grande compétition qu'on appelle une course de Formule 1, dans lequel on évince, on force les gens à avoir une Formule 1 et on les évince dès qu'ils ont un petit manque d'essence ou un manque de ceci, hop, on élimine et ça permet de garder la crème de la compétition, on pourrait dire. La permaculture, c'est une 2 chevaux. Ça roule partout, ça sillonne le monde entier. Quand ça tombe en panne, on peut la réparer très facilement. On peut refabriquer des pièces en bricolant. Par contre, faut pas lui demander d'aller sur une course de Formule 1.
Alors c'est ce que fait la ferme du Bec-et-Loing. Maintenant, avec la permaculture, on arrive même à montrer qu'on bat la pétrochimie à son propre jeu. Maintenant, c'est complexe. Et moi, concrètement, je suis un peu mal placé pour venir dire on produit plus avec des jardins-forêts qu'avec un gros tracteur. Ouais. Parce que mon constat, vous voyez, si je vous donne un exemple tout bête, la monoculture de pommes en France, pourquoi on fait que des vergers de monoculture de pommes ? C'est tout simplement parce que c'est la seule chose qui permet de vivre à l'arboriculteur. C'est pas pour rien que les noisettes sont produites en Turquie, parce que c'est pas rentable en France. Si on prend la production de pommes, c'est un des fruits qui est les plus tardifs, qui se garde, on peut le vendre jusqu'en avril, on peut en faire des jus quand il y a du carpocaps ou quand il y a eu de la casse, on peut faire des compotes, on peut le transformer. Si on prend juste la cerise, ça produit 4 fois moins. À un certain moment dans la saison, ça se garde pas, on peut pas en faire des confitures. Donc c'est pour ça qu'en France, on a très peu de production de cerises et beaucoup de production de pommes. Si je construis un jardin-forêt pour nourrir ma famille avec des pommes, des cerises, des poires, des châtaignes, des noisettes, avec les aléas climatiques, peut-être il y aura des années, pendant 2-3 ans, j'aurai 0 noisette. Et pendant 2 ans, j'aurai pas de noix ou d'amandes. Mais c'est pas grave, j'aurai plein d'autres choses. J'aurai des potimarrons, j'aurai de quoi nourrir ma famille. Maintenant, j'aurai pas de quoi nourrir la société qui veut me forcer à être une Formule 1. J'aime bien l'exemple des cultures multi-étagées, par exemple. En gros, la culture multi-étagée, c'est ce que pratiquent les chasseurs-cueilleurs aux 4 coins de la planète depuis des millénaires. Partout où il y avait de l'autosuffisance pas très rentable dans tous les écosystèmes, on fait en sorte de créer du productivisme rentable dans tous les écosystèmes et de rendre les gens complètement dépendants de l'international, quoi. Gandhi s'est battu contre ça toute sa vie, c'est le sujet de toute sa vie. Il s'est battu contre l'empire du Commonwealth et la façon dont il délocalisait et rendait les gens esclaves. On est exactement au même endroit. Rien n'a évolué, on a juste... il y a juste le système qui est devenu plus complexe, mais on se bat. Enfin, si on devait se battre contre quelque chose, ce serait ça. On est exactement au même endroit que ce contre quoi Gandhi se battait, en fait. Revenons à la culture multi-étagée. Sur un exemple, comment est-ce qu'on peut faire ce petit jardin en forêt dans la tradition des chasseurs-cueilleurs ? Si je compare, nous, à une friche naturelle, vous allez voir un châtaignier sauvage, un chêne. Au pied, on va voir une aubépine, un prunelier, un ajonc. C'est un arbre légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Et puis par-dessus, il va y avoir des liserons, du lierre, des clématites qui vont grimper. Et en couvre-sol, on va avoir tout un tas de graminées, de plantes sauvages, comestibles ou pas. Et là, nous, on va remplacer ça. Donc le grand arbre, ça va être un pommier, un poirier, un noyer, un châtaignier. Bon, peu importe en fonction de où on le place et de sa grandeur. En buisson, ce qu'on va mettre, c'est des cassissiers, des groseilliers, des framboisiers, en liane, on va faire courir, on va avoir plusieurs types de lianes, des annuelles comme les haricots vivaces, les courges grimpantes, les tomates grimpantes. Et on va avoir aussi des vivaces par la racine comme l'igname de Chine ou le haricot patate qui vont repousser tous les ans. Et après on va avoir des ligneuses comme la vigne, comme le kiwi. Ils vont grandir d'année en année. On va dire ça va être des fruits qui vont nous échapper petit à petit. Ça va être les plantes, il faudra les tailler pour pouvoir récolter les fruits. Et ensuite en couvre-sol, on va mettre tout un tas de plantes. Ça peut être des plantes alimentaires comme des potimarrons, des aromatiques comme de la mélisse, de l'amande, de l'origan, de la sauge, qui vont à la fois nous permettre de nous amener des plantes médicinales pour notre santé, mais c'est ce qu'on est en train de démontrer avec nos recherches dans l'association, c'est que ça rend aussi les plantes résistantes aux maladies, en mettant des plantes aromatiques qui repoussent en fait les maladies cryptogamiques chez nous, et les maladies bactériennes, on va s'apercevoir que l'arbre va pouvoir bénéficier de ces substances chimiques pour va récupérer des polyphénols, des terpènes, pour pouvoir se protéger des plantes et des maladies voisines. Et donc c'est le cas par exemple sur une variété de vigne perlette, qui est une variété qui est très précoce, sans pépins, très intéressante pour nous en Bretagne, mais par contre qui est très sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'érinose. Simplement en plantant 2-3 plantes aromatiques au pied, en quelques semaines, le feuillage était indemne. Maintenant, ça fait 3 ans que les plantes n'ont plus de maladie. Voilà, c'est l'un des exemples que l'on peut donner. Alors, on va parler aussi de votre actualité avec les nombreux stages. Et puis peut-être ces jeunes gens là qui sont venus s'installer en Bretagne, qui venaient d'un petit peu plus à l'est, vont-ils être intéressés aussi ? La ferme, qui existe depuis quelque temps déjà, s'appelle Les 5 Sens et on y va. Les initiatives en campagne. Bienvenue chez nous. C'est Racine.
Nous allons prendre la direction de Guipry, à la ferme des 5 Sens. Alors on va parler de maraîcher, puisqu'on parle de permaculture aujourd'hui. On va parler de maraîchage avec Pierre Gabreau. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous allez nous rappeler d'abord ce qu'est cette aventure collective, communautaire peut-être, en tout cas d'une bande de jeunes en quelque sorte, qui se rencontrent en fac et qui décident de se lancer dans cette belle aventure. Un petit mot sur l'historique, Pierre. On s'est rencontrés il y a quelques temps, mais on n'est plus en tout cas un projet communautaire. C'est resté maintenant un projet de ferme en collectif, bien sûr, mais où on a nos activités agricoles, professionnelles, mais c'est vrai qu'on ne vit pas sur place. On a un grand bâtiment qui permet d'héberger toutes les activités, des terres aux alentours et puis un peu de matériel. Alors vous êtes maraîcher comme Marion avec qui vous êtes associé. Pourquoi vous avez pris cette direction, Pierre, et de quelle manière? Quel est le choix de votre travail? C'est un domaine qui avait du sens pour nous, qui était quand même un peu culturellement, on était assez étrangers à l'environnement, on va dire, agricole. On a fait nos expériences et puis au moment de s'installer, le choix de pas y aller tout seul et partager la responsabilité, à un moment donné, c'est pas mal. Vous, maraîcher, qu'est-ce que vous proposez là, puisque vous êtes en vente à la ferme le vendredi en fin d'après-midi? Si on débarquait là la semaine prochaine, si je vous demande qu'est-ce que vous avez de bon à me proposer en cette fin d'année? On arrive en hiver, mais on a encore quelques légumes. On va être sur salade, épinards, radis, navets, les dernières carottes, pour nous. Et la particularité de notre projet, c'est qu'on ne fait pas tous les légumes. Du coup, on s'associe, parce qu'on est associé au sein de nos collectifs, mais on collabore avec d'autres maraîchers pour vendre à plusieurs. Quand on arrive à certaines saisons où il n'y a plus trop de légumes, de profiter aussi des légumes des collègues et on s'organise pour vendre ensemble notre production, ce qui permet aux clients justement qui viendront la semaine prochaine, je ne doute pas, qui trouver dans les paniers du Goût d'ici tous les fruits et légumes des producteurs du groupement du Goût d'ici. C'est un groupement de producteurs qui s'étale sur un territoire au sud de Rennes, de Laillé à 10 km de Rennes jusqu'à chez nous, Guipry, Messac, à 30-35 km. Et bien voilà, c'est tout le bien qu'on vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année et puis pour l'année 2017. On aura l'occasion de se retrouver. D'ailleurs, on vous invitera à parler plus longuement encore de la ferme des 5 Sens. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci à vous. Un petit tour du côté de la ferme des 5 Sens, donc que vous connaissez d'ailleurs, Franck Natier. Je connais un peu le projet parce que j'ai un ami Guillaume qui s'en occupait, qui fait partie des... C'est pas mal. On va les suivre tout au long de l'année à venir, l'année 2017. Alors, on va conclure ce rendez-vous et j'imagine que là, beaucoup de nos auditeurs se sont dit, bien, on va peut-être s'intéresser un peu à ça. Vous faites énormément de stages, énormément de formations. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus? Il y a des sites aussi, Forêt Comestible, entre autres. Notre site, c'est forêtcomestible.com. Alors, c'est Forêt Comestible au pluriel. Ouais. Il y a un S à Forêt et à Comestible. Et ça va devenir laforêtnourricière.org, mais c'est pas grave, on pourra La Forêt Nourricière, c'est le nom de l'association. C'est ça. Et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages aussi, qui en plus sont extrêmement savants, mais j'étais en train de les feuilleter. Ils sont tout à fait abordables, malgré tout, pour les non-initiés. Et des non-initiés à la permaculture, il y en a beaucoup quand même, qui sont en attente de découverte. Ça se passe bien, justement, les rapports avec les stagiaires qui viennent régulièrement comme ça. Vous sentez qu'il y a des découvertes, une empathie et une adhésion? Il y a un changement de paradigme en fait pour les stagiaires. C'est très souvent qu'ils viennent pour avoir des astuces sur le jardinage et qui découvrent les relations humaines, ou à l'inverse qui viennent découvrir les relations humaines plutôt écologiques, donc savoir s'entendre, collaborer ensemble, et qui repartent avec des découvertes sur le jardin et sur la phytosociologie. Et j'imagine que quand on commence justement à tirer sur un fil, on se dit oui, mais il y a ça aussi. Et j'adore tout mélanger en plus. C'est votre but, oui, absolument. C'est un plaisir de vous avoir reçu, en tout cas Franck Natier, parce que ça nous permet effectivement de découvrir cela et nous y reviendrons sans aucun doute dans cette émission. Merci.
d'être venu nous voir. Forêtcomestible.com, donc au pluriel. Et vous, là, si vous êtes en voiture en ce moment, eh bien, quittez donc l'autoroute ou le périphérique et venez nous rejoindre là avec les coccinelles. On est pas mal. En tout cas, si vous restez avec nous, n'oubliez pas, dans un instant, c'est Glenn Jégou et Brezonek. Et bien juste, Gon Zulgualabendi. Merci, Franck Nati.